Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les moralistes de cette époque-là parlent souvent de la sensualité de l'enfance. Alors non pas du tout pour l'excuser, mais pour rappeler qu'elle doit être encadrée. Du coup, même très jeune, l'enfant peut être perçu comme porteur d'un risque moral, comme un être à surveiller autant qu'à protéger. Cette méfiance s'accentue forcément avec l'adolescence, au moment de troubles pour les clercs, comme pour les parents. Les prédicateurs mettent en garde contre les jeux, les rires, les amitiés trop proches entre garçons. C'est pour ça qu'il y a tout ça. Ils dénoncent la promiscuité dans les écoles, les ateliers, les couvents, non pas parce que ce sont des cubénis, pardon pour l'expression, mais parce que il faut les protéger quelque part. Le corps de l'enfant devient un enjeu moral. Il faut le discipliner, le couvrir, le détourner de la tentation. Mais cette surveillance engendre évidemment, paradoxalement, un autre effet. Oui, elle sexualise ce qu'elle prétend purifier fatalement. En parlant sans cesse de péché, l'Église installe dans les consciences la peur du corps. Et c'est dans cette atmosphère de suspicion que se forme la perception du viol, non pas comme une atteinte à la liberté, mais comme la contamination d'une pureté fragile. La société médiévale fonctionne sur un principe d'ordre, j'ai pas besoin de vous le dire. Chaque chose a sa place. Dieu au sommet, puis les hommes, puis les femmes, puis les enfants. L'adulte commande, l'enfant obéit. La hiérarchie n'est absolument pas négociable, elle est naturelle. Le désordre moral, c'est la confusion des positions. Quand celui qui doit obéir prend le dessus, quand celui qui commande abuse de son pouvoir, etc., etc. Dans cette logique, le viol d'un enfant est une inversion totale de l'ordre du monde. L'adulte censé guider détruit. L'enfant censé apprendre subit. Le crime heurte, la structure même de la société. C'est pourquoi la justice médiévale, qui est si prompte à excuser d'autres violences, condamne sévèrement celle-là. Pas au nom de l'enfant, encore une fois, vous avez compris, mais au nom de l'équilibre du monde. La loi communale de Bologne le dit d'ailleurs sans ambiguïté, quiconque aura commis œuvre contre nature avec un garçon ou une fille, qu'il soit banni à jamais et ses biens confisqués. Intéressant d'ailleurs, quiconque aura commis œuvre contre nature. Je reviendrai sur le contre nature tout à l'heure. La formule est très impersonnelle, mais la sanction est implacable. Le viol d'un enfant n'est pas un délit privé, c'est une atteinte publique à la morale chrétienne. Donc, si on comprend bien, l'éducation médiévale repose sur la crainte, la peur du châtiment, la peur de l'enfer, la peur du déshonneur. Les adultes eux-mêmes ont grandi dans cette culture de la peur salvatrice. Mieux vaut trembler que pécher. Dans les écoles, les enfants apprennent par cœur les 10 commandements et les peines promises aux pécheurs. Le fouet accompagne toujours la prière. Le maître d'école incarne la sévérité divine. Et pourtant, cette peur n'exclut pas la douceur. Des maîtres, comme Guibert de Nogent par exemple, des moines, des enseignants laïcs, laissent dans leurs écrits des traces d'attachement réel à leurs élèves. Il y en a un qui écrit « Je chérissais ces enfants comme mes propres fils, et pourtant je craignais pour leurs âmes plus que pour la mienne. » Ce paradoxe, c'est celui du Moyen-Âge tout entier. Aimé, mais par la discipline, protégé, mais par la crainte. Cette pédagogie de la peur forme le cadre dans lequel se jouent les relations entre adultes et enfants. Elle explique aussi pourquoi le crime sexuel apparaît si intolérable. Il pervertit la mission même de l'adulte. Là où il devait instruire, il corrompt. Là où il devait corriger, il profane. Quand un enfant est victime, son corps, du coup, devient pièce à conviction. Les médecins, les notaires, les juges l'examinent, le décrivent et l'inscrivent. Dans certains dossiers, on trouve d'ailleurs des phrases extrêmement glaçantes. Je ne vais pas vous donner les pires, mais vous avez par exemple, et si vous pouviez éloigner les enfants à ce moment-là, c'est mieux. L'enfant présente des déchirures aux parties honteuses. Du sang a été trouvé sur la cuisse. La chair est meurtrie.
Vous voyez, le corps parle, mais c'est toujours pas l'enfant qui a la parole. Dans les procès de Bologne, les notaires notent les blessures comme on noterait les dégâts d'un vol, d'un incendie, pareil. La victime disparaît sous le vocabulaire du droit. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire un comparatif, mais vous voyez comment ça se passe. Le regard de l'historien moderne, quand même, se heurte à cette distance. L'enfant n'existe plus. Il n'existe plus qu'à travers la preuve, en fait, de sa destruction. Et pourtant, ces traces disent quelque chose d'essentiel. Elles prouvent que la société médiévale reconnaissait la réalité physique du crime. On ne parlait pas de péché, mais seulement de chair déchirée. Le viol n'est pas une abstraction morale, c'est un acte que la justice peut constater, mesurer, punir. Mais aussitôt, le corps est effacé. Une fois la sentence prononcée, c'est terminé. L'enfant disparaît du texte. Aucun suivi, aucune mention de sa vie après le procès. Le registre s'arrête là où commence le silence. Et c'est dans ce vide que s'installe la violence la plus durable, finalement, celle de l'oubli. Et on peut se poser la question, encore une fois, sur aujourd'hui, je ne sais pas si les dossiers, les documents traitent du suivi. Je n'en sais strictement rien. Je ne sais même pas si les victimes sont suivies. Aujourd'hui, s'entend. Alors, si on rassemble tous ces fragments, la famille, la religion, la morale, la justice, on découvre une société traversée par une contradiction réellement profonde. D'un côté, encore une fois, une affection réelle, une volonté de protéger, d'encadrer, de sauver, et de l'autre, une violence structurelle, une hiérarchie qui écrase, un ordre qui ne conçoit l'enfance qu'à travers le prisme, encore une fois, de l'autorité. Le Moyen-Âge aime ses enfants, mais il les aime d'un amour inquiet, moral, vertical. Il les chérit en les soumettant, il les protège en les enfermant dans une symbolique de pureté qui les rend finalement vulnérables. Et c'est cette ambivalence qui rend possible dans la même société la tendresse d'une mère pour son enfant et la rigueur implacable d'un juge face à un viol. Le Moyen-Âge n'est donc pas indifférent à l'enfance. Il ne l'ignore pas, il la pense, il la craint, il la sanctifie aussi quelque part, mais il ne la conçoit pas encore comme un âge de droit. L'enfant est un don de Dieu, mais ce n'est pas une personne autonome. Et tant qu'il est comme ça, dépendant, silencieux, il demeure à la fois protégé et vulnérable. Donc c'est dans ce cadre entre amour et brutalité, entre pureté et domination, que s'inscrivent donc les affaires qui sont étudiées. On va voir comment la justice de Bologne, au XIVe et XVe siècle, a tenté de nommer, juger, punir ces crimes. Et comment elle a transformé la douleur des enfants en affaire d'État, en scandale moral, en cause publique. Parce qu'encore une fois, tout est public. Et comment, à travers ces jugements, elle a, sans le savoir, esquissé finalement les premiers contours d'une justice pour les plus vulnérables. Donc on va quitter le monde domestique pour entrer dans le tribunal. Je reviens, vous savez, à mon matin de 1357 à Bologne. L'homme qui se présente au tribunal du Podestat n'a pas de titre, pas de fortune. Il dit qu'un artisan du quartier a abusé de son fils âgé de 10 ans. Le notaire inscrit la plainte. L'accusé est convoqué, commence alors un processus dont on va retrouver aujourd'hui la trace dans les Libri Maleficiorum, les livres des méfaits, donc des registres minutieux où les juges bolonais consignaient tous les crimes commis dans la cité. J'ai dit mon fils, mais c'était ma fille au début, peu importe. À travers ces centaines de pages, c'est toute une justice qui prend corps, une justice médiévale, sévère, inquisitoriale, où le viol d'enfants n'est pas un tabou, mais un délit précis, décrit, poursuivi et puni, et d'ailleurs souvent rédigé dans un latin administratif. Et ce qu'on va découvrir est à la fois déroutant et fascinant. Une société qui distingue, qui classe, qui hiérarchise, mais qui, contrairement à ce qu'on croyait, ne ferme pas les yeux. À Bologne, au XIVe siècle, la justice criminelle n'est pas rendue par l'Église, mais par la cité. Depuis le XIIIe siècle, la ville s'est dotée d'un appareil judiciaire laïque inspiré du droit romain, ce qu'on appelle le podestat, un magistrat étranger élu pour 6 mois qui incarne la neutralité de la loi. Et bien, sous ses ordres, des juges, des sergents, des notaires et des bourreaux composent une machine judiciaire puissante, redoutée et parfois cruelle. Leur mission, c'est maintenir l'ordre public. Leur outil, l'enquête. Leur arme, l'écriture. Chaque plainte, chaque déposition, chaque sentence est consignée avec soin. L'objectif est double, punir le crime et produire un savoir. La justice médiévale n'est pas encore une justice des droits, mais déjà une justice de la preuve.
Le viol d'un enfant y figure parmi ce qu'on appelle les criminals, c'est-à-dire les crimes graves. Et contrairement à d'autres délits, il ne se règle pas par une simple amende. Il engage l'honneur de la cité, la pureté, encore une fois, du corps social, l'ordre voulu par Dieu, j'ai l'air d'insister, mais c'est important, ce n'est pas une affaire privée, c'est une faute publique. Le vocabulaire de la justice bolognaise mêle deux univers, le religieux et le juridique. Le viol d'un enfant est à la fois peccatum, c'est-à-dire le péché, et maleficium, le méfait. Donc la frontière entre les deux est plutôt poreuse. Un acte peut relever du tribunal civil et du tribunal ecclésiastique selon le statut des protagonistes, qu'ils soient laïcs ou qu'ils soient clercs, citoyens ou étrangers. Mais le tournant du XIVe siècle marque un glissement, le péché devient un crime. La cité prend donc la main sur la morale. Ce qui relevait avant du confessionnal passe dans le registre public. Et ça change tout. Le juge ne cherche plus à sauver les âmes, mais à établir les faits. La vérité n'est plus révélée par la confession, mais produite par l'enquête. C'est dans ce cadre nouveau que les violences sexuelles contre les enfants apparaissent avec une visibilité inédite. Évidemment, avant, ça restait dans le confessionnal. Ce qui s'est fait ce qui s'est fait dans l'église reste dans le confessionnal, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, comment se déroule une affaire pour viol d'enfant à Bologne, vous allez me dire? Enfin, les archives permettent de reconstituer une sorte de scénario judiciaire assez récurrent, en fait. Tout commence par une plainte, vous l'avez compris. Elle peut être déposée par le père, la mère, un voisin, parfois un prêtre aussi. Jamais par l'enfant seul, rappelez-vous, il n'a aucune existence juridique. Et le plaignant déclare le crime au podestate ou à son lieutenant, souvent par l'intermédiaire d'un notaire. La plainte décrit les faits, nomme l'accusé, indique le lieu et l'âge de la victime. Elle est enregistrée dans le Liber Accusationum, le livre des accusations. Puis vient l'arrestation. Les sergents du podestate se rendent directement chez le suspect. S'il est pris sur le fait, il est mené directement en prison. Sinon, il peut être convoqué. Ou s'il s'enfuit, il est carrément déclaré rebelle, ce qui va entraîner la confiscation de ses biens et le bannissement définitif. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.